Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle... Salut à tous, très heureux de vous retrouver après de longs mois où, à côté de mes activités de basketologue, j'ai été très pris. Et donc, je n'avais plus de temps disponible pour vous proposer des vidéos. Et bien, ça y est, c'est l'heure du retour. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons vécu un véritable séisme, un véritable tremblement de terre. L'intersaison 2019 était déjà assez chargée en coups de théâtre et en rebondissements, et là je crois effectivement qu'on en a vécu un particulièrement marqué, avec la fin du suspense, de l'insoutenable suspense. Abemus Kawhi, de la fumée blanche, est sorti de la maison de Kawhi. Fin du suspense, puisque Leonard rejoint les Clippers, et dans la foulée, et ça c'est sorti de nulle part, personne ne s'y attendait, eh bien les Clippers récupèrent Paul George en provenance d'Oklahoma City contre Gallinari, contre SGA, et contre toute une flopée de tours de draft, et en une nuit, en un claquement de doigts, en un éclair, en une secousse, les Clippers passent du statut d'équipe playoff tout à fait intéressante à potentiel prétendant au titre, et ça vient bousculer les rapports de force à l'ouest, une conférence qui était déjà, vous le savez, agitée. Donc effectivement, Kawhi signe aux Clippers. Après finalement toute cette mascarade, tout ce barnum autour de Kawhi Leonard, eh bien c'est le scénario de base, remontant en arrière, c'est le scénario de base qui s'est réalisé, parce que effectivement Kawhi n'avait jamais caché qu'il souhaitait retourner dans sa Californie natale, qu'il souhaitait jouer à Los Angeles, et qu'il, s'il rejoignait Los Angeles, il ne jouerait pas pour les Lakers, il jouerait pour les Clippers. Eh bien, c'est ce qui s'est réalisé. Donc du côté des fans des Clippers, évidemment, c'est l'apothéose. Et puis évidemment, du côté des fans de Toronto, c'est un petit peu la gueule de bois. Mais je pense, le titre, il y a un titre à la clé. Je pense que les Raptors n'ont rien à regretter. Et effectivement, cette année avec Kawhi, qui les a propulsés au titre, ça valait le coup, ce coup de poker valait le coup. Maintenant, effectivement, c'est dommage, je vous le disais sur Twitter, de ne pas avoir un champion en titre qui va défendre son trophée, qui repart avec les mêmes pour jouer le back-to-back, pour jouer la défense du titre. Mais du coup, eh bien, on a une NBA qui se réouvre encore vers plein de possibilités, et on va suivre ça de très près. Je vous propose dans cette vidéo de faire un petit point sur cette double acquisition des Clippers, voir comment ça place un petit peu cette équipe de Los Angeles. Donc les Clippers, qui pour récupérer Paul George, eh bien, ont dû lâcher toute une flopée de tour de draft, puisqu'il lâche le tour de draft 2021, c'est celui-ci de Miami. Ça date le trade qui avait envoyé Tobias Harris du côté des Sixers. Donc quelque part, c'est un pick cadeau. Ils envoient leur tour 2022. Ils envoient le tour 2023 de Miami, il n'apparaît pas ici, mais ils venaient de l'acquérir, c'était dans le cadre du scénario A4 qui avait envoyé Jimmy Butler à Miami, donc ça encore c'était un pick cadeau. Ils laissent le choix à Oklahoma City d'échanger le meilleur des choix 2023, et puis ils envoient leur tour 2024, et la possibilité d'échanger avec OKC leur tour 2025. Donc en gros, les Clippers, à part en 2020 où ils ont encore leur tour de draft, ils n'ont plus leur destin en main en termes de tour de draft jusqu'en 2025. Mais tout le postulat des Clippers, c'est de dire, avec Kawhi et avec PG, on va avoir une équipe qui va jouer le titre, on va avoir l'un des meilleurs bilans de la NBA, donc ces tours de draft vont être des fins de premier tour, et donc ça va être des pics relativement peu intéressants. Les Nets avaient tiré la même conclusion, mais évidemment à l'époque ils récupéraient un Paul Pierce, un Garnett qui était plutôt en fin de carrière, là où les Clippers récupèrent un Kawhi et un PG
normalement à l'apogée, au meilleur de leur forme. Donc cette amputation du futur par les tours de draft pourrait quelque part paraître un petit peu inquiétante. C'est toujours se sacrifier comme ça 5 années de tours de draft, ça peut toujours être quelque part un petit peu inquiétant. Mais les contreparties sont intéressantes et évidemment que quand vous pouvez avoir un joueur du calibre de Paul George, ce sacrifice-là peut en valoir la peine, et dans tous les cas ils ont leur choix 2020 avec le règlement Stepien. De toute façon vous êtes obligé une année sur deux d'avoir au moins un tour de draft qui est gardé, donc au moins une année sur deux ils auront quelque chose. Et vraisemblablement, OKC va avoir un moins bon bilan que les Clippers. On essaie de lire dans une boule de cristal, mais c'est vraisemblablement ce qui va se dessiner. Donc, les Clippers vont conserver leur pick. Mais bon, bref, voilà pour cette page-là. Et on a donc une équipe de Los Angeles qui se retrouve maintenant à pouvoir aligner en duo magique Paul George et Kawhi sur les 3 prochaines saisons. Paul George, il a une option joueur à pratiquement 40 millions en 2021. Soit il la refuse pour re-signer derrière quelque chose de plus long et davantage dans la durée, soit il l'active, et auquel cas les deux compères sont ensemble pendant 3 années avec Patoche Beverly, 2 avec Lou Williams, il y a encore Shamet dans les parages, il y a l'ami Zuba qui va vraisemblablement être signé, il y a Montrezl Harrell, donc il y a un noyau dur, il y a une ossature qui peut être là dans la durée du côté des Clippers. Donc on est vraiment sur un nouveau départ. C'est pour ça que je titrais ça, les Clippers prennent le large, parce qu'on est vraiment sur des voiliers, des bateaux, des navires qui quittent le rivage et qui vont découvrir l'Amérique. Alors est-ce que cette opération c'est le casse du siècle? Est-ce que l'arrivée de Kawhi Leonard et de Paul George dans cette équipe des Clippers c'est le casse du siècle? Eh bien c'est ce qu'on va voir, parce que Paul George est acquis pour un prix qu'on peut considérer comme raisonnable. Gallinari n'était plus de toute façon à moyen terme dans les plans de l'équipe, il était dans sa dernière année de contrat, il n'aurait pas été conservé. SGA avait montré des choses tout à fait intéressantes du côté des Clippers, mais évidemment que si vous voulez attirer un joueur calibre MVP, All-NBA, il faut sacrifier un peu de jeunes joueurs prometteurs. Donc c'est le sacrifice sur l'autel du rendement immédiat, le sacrifice du jeune joueur prometteur. Et après les tours de draft, évidemment que c'est quelque part une amputation de l'avenir, mais vraisemblablement sans grosse prise de risque. Il faut comprendre ce que les Clippers avaient proposé sur la saison passée pour bien appréhender en quoi les arrivées de Kawhi et de Paul George sont intéressantes. Les Clippers, 9e attaque de la NBA, 19e défense, 9e attaque et 5e au tir réel. Donc on n'avait pas de problème pour marquer des paniers en efficacité du côté des Clippers. Là où on avait une problématique à Los Angeles, c'était dans une problématique de défense, et notamment dans une problématique de rebond, de capture des rebonds, que ce soit les rebonds défensifs et les rebonds offensifs. C'est pour ça qu'en étant 5e au tir réel, eh bien on n'était que la 9e attaque, alors que d'habitude c'est corrélé. C'est-à-dire que plus vous êtes adroit au tir, plus votre attaque est efficace. Et bien là c'est pas le cas, parce qu'on manquait de rebonds offensifs du côté des Clippers, et on n'était pas bon en défense, notamment parce qu'on manquait de capacité à arracher le rebond défensif. On va revenir sur ça un petit peu plus tard. Et puis, quand vous regardiez les productions par position par rapport aux adversaires directs, on avait une équipe de Los Angeles qui effectivement sur les postes 2 et 3 était en difficulté. Sur le poste 4, eh bien on s'en sortait très très bien. Après ça c'est les Clippers lissés sur toute l'année. Et c'est vrai que le visage des Clippers a pas mal évolué. Souvenez-vous, on commence la saison avec Tobias Harris et Gortat dans la raquette. Ensuite, Harris est échangé et on finit avec Zubac et Gallinari. Donc l'équipe a pas mal évolué, mais globalement, on avait effectivement sur les postes 2 et 3 une forme de déficit. Donc, quand on pense à Kawhi et PG, évidemment tout de suite, on s'imagine que ce déficit est gommé. On verra d'ailleurs comment les Clippers peuvent faire évoluer ces joueurs, quels sont les 5 possibles en fin de vidéo. Et puis, en termes des problématiques de défense, qui étaient vraiment l'un des points faibles de cette équipe de Los Angeles sur la saison passée, eh bien on récupère 2 super défenseurs.
Donc, au-delà de récupérer des joueurs calibre MVP, on récupère des joueurs qui viennent compenser les lacunes défensives de l'équipe, et ça c'est d'une pierre deux coups. On peut pas espérer mieux. C'est pas des Clippers qui récupèrent un James Harden ou un Carmelo Anthony, qui vont certes encore, Carmelo Anthony de la belle époque, qui vont certes encore tirer vers le haut le rendement offensif de l'équipe, mais pas forcément apporter de solution sur les problématiques de défense. Là, on fait vraiment, c'est le coup double, on fait vraiment, d'un côté, on a encore nos capacités d'attaque qui progressent, et de l'autre, eh bien, on a nos problématiques de défense qui, vraisemblablement, vont être solutionnées. Parce que regardez la saison passée, là on est sur la partie défensive. Grosse problématique côté Clippers dans la défense du pick and roll. On ne savait pas défendre le pick and roll, 27e défense de la NBA. Problématique de défense dans la transition et dans les cuts, dans les backdoors. Donc ça, c'est typiquement des problématiques de communication, de mobilité, bref, les symptômes des mauvaises défenses. Mais voilà, en gros, pour faire simple, pick and roll, transition, on n'était pas bon du tout. Et on récupère un Kawhi Leonard qui est un bon défenseur du pick and roll, et avec ses mains tentaculaires, on imagine à quel point il peut gêner sur les séquences de pick and roll, soit en défendant sur le porteur de balle directement, soit en venant aider, en étant celui qui défend sur le poseur de l'écran, et là on change, et finalement ça ne crée pas de mismatch, ou bien on a des séquences où on peut trapper, on a des séquences où on peut communiquer, enfin bref, d'avoir un Kawhi, évidemment, défensivement, ça ouvre tout un spectre de possibilités tactiques qui va être super intéressante. Et puis, de l'autre côté, récupère un Paul George qui, en défense du pick and roll, eh bien, est tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. Donc déjà, la problématique de défense du pick and roll, qui était l'un des points noirs des Clippers, elle est solutionnée. C'est réglé. Vous pouvez passer à un autre sujet, messieurs. Et puis, à côté de ça, on a une équipe des Clippers qui intègre deux joueurs qui peuvent complètement, dans leur façon de jouer naturelle, dans leur façon de jouer de la saison passée, qui peuvent tranquillement enfiler les petits chaussons avec le logo des Clippers et rentrer dans le moule tactique de l'équipe sans se travestir, sans tronquer un petit peu leur jeu, parce que on a des Clippers la saison passée qui faisaient majoritairement du pick and roll porteur de balle et des décalages pour des joueurs en élévation, à mi-distance ou à 3 points, ce qui est également le fonds de commerce des Kawhi Leonard et des Paul George, qui ont beaucoup joué du côté d'Oklahoma City ou de Toronto, sur du pick and roll j'ai la balle en main, sur de l'isolation j'ai la balle en main, et sur on renverse sur moi, et je sanctionne à 3 points, Paul George 40% de réussite à 3 points sur les catch and shoot, Kawhi presque 41%. Donc imaginez Paul George, côté droit du terrain, côté fort, balle en main, on fait un pick and roll sur lui, il fixe la défense, il renverse sur Kawhi qui est à l'opposé, bam, vous prenez des 3 points à hauteur de 40%, et c'est interchangeable. Vous pouvez avoir Kawhi qui joue l'isolation d'un côté, il fixe, il renverse sur Paul George qui attend à l'opposé, et bam, vous reprenez encore 40% de réussite à 3 points, et vous avez des joueurs qui sont ultra polyvalents, parce que regardez, un Kawhi, ça, c'est la répartition de l'attaque de Kawhi Leonard. Il n'y a rien qui fasse mal. C'est juste hallucinant. Il n'y a rien qui fasse mal, à part peut-être le post-up, à part peut-être le jeu de haut panier, où il a un indice 61 sur 100. Ça veut dire qu'il fait mieux que 61% des autres joueurs de la NBA, et moins bien que 39. Mais si tout ce qu'on peut reprocher à Kawhi, c'est pas être top sur le post-up, moi, ça me va très bien. Dans une équipe des Clippers qui va vraisemblablement jouer en un intérieur avec Zubac ou Harrell et 4 extérieurs, ça me va très bien, même si j'aime bien voir les ailiers type Kawhi et Paul George venir se frotter un petit peu de haut panier, ça me va très bien qu'il n'y ait que ça qui n'aille pas. Et derrière, vous avez un joueur qui est extraordinaire sur le pick and roll balle en main, c'est ce que les Clippers faisaient déjà le plus la saison passée. Vous avez un joueur qui est superbe en transition, les Clippers, ils étaient moyens là-dessus, donc ça booste l'équipe. Vous avez un joueur qui excelle sur l'isolation, vous avez un joueur qui excelle dès lors qu'il y a un renversement pour lui qui déclenche à mi-distance ou à 3 points. On est complètement dans le moule Clippers. On est complètement dans le moule Clippers. Et de l'autre côté, vous avez un Paul George qui arrive
avec les mêmes talents, avec une excellence sur le pick and roll balle en main, une excellence sur les renversements, sur les catch and shoot, on en parlait un petit peu plus tôt, un joueur qui peut se créer son propre tir. Que demander de plus? Que demander de plus? L'alchimie sur le plan offensif, par rapport à ce que Doc Rivers peut leur proposer, peut leur mettre carte en main, clé en main, c'est absolument intéressant. Reste cependant maintenant un point qui est toujours un point noir à mes yeux pour cette équipe. On a vu que cette équipe des Clippers avait une problématique de défense. Pourtant, quand vous regardez la shooting chart défensive des Clippers, on arrive à bien défendre les tirs. On arrive à bien contester les tirs adverses. Regardez. Pour une 19e défense de la NBA, on conteste super bien les tirs. Donc on n'a pas de problématique à gêner l'adversaire. On a une problématique à, une fois qu'on a bien gêné l'adversaire, prendre le rebond. Et on a une problématique de rigueur balle en main, puisque les Clippers, 26e équipe, qui offre à l'adversaire le plus de paniers sur ballon perdu. Donc on se tirait une balle dans le pied en n'étant pas rigoureux balle en main, et en laissant notre adversaire effectivement partir en contre-attaque sur les pertes de balles qu'on a vendangées, et derrière on retrouve des Clippers qui sont mauvais en repli défensif, mauvais en transition, mais quelque part ils auto-alimentent leur médiocrité. Pour la partie des pertes de balles, je suis pas inquiet, ça va être gommé. Parce que sur la saison passée, les Clippers, c'est 14% de ballons perdus. Ça veut dire qu'on joue 100 possessions, on va en perdre 14, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. On accueille un Paul George qui, sur la saison 2019, était à 10% en moyenne, et un Leonard qui était à 8%. Et c'est des joueurs qui sont à plus de 30% de taux d'usage. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont gavés de ballons, et on a des joueurs qui sont rigoureux ballons. Donc, mathématiquement, le taux de perte de balle va diminuer, on va offrir moins de séquences en contre-attaque à l'adversaire, on va dès lors être moins exposé dans notre repli défensif, donc on va mieux défendre, et tout ça, ça vous amène par un phénomène de levier à rehausser vos qualités défensives. Donc la partie perte de balle, elle est gommée. Par contre, il y a une partie qui n'est pas gommée, c'est la problématique du rebond. C'est la problématique du rebond, parce que dans cette équipe des Clippers, et on était 21e la saison passée au rebond défensif, on manque d'intérieur besogneux. Alors vous allez me dire, on a Harrell, et c'est pour le coup quelqu'un qui fait super bien le job, mais derrière Harrell, il y a un Zubac, ok, il y a un Zubac, mais il manque l'intérieur besogneux qui va aller chercher les stops défensifs, qui va aller chercher les rebonds défensifs après une bonne défense, qui lance des contre-attaques, qui lance du jeu rapide en transition, et puis l'intérieur qui va poser les bons écrans. Il manque un Rudy Gobert à cette équipe. Alors évidemment, là, ça serait entrée plat dessert, voire même 2 entrées, plat de viande, plat de poisson, et dessert et café. Et l'addition est payée par la maison. Mais effectivement, là, présentement, on a en intérieur signé sous contrat, on n'a que Harrell en intérieur classique. Il faut re-signer Zubac, ils ont une qualifying offer, donc ils peuvent s'aligner sur n'importe quoi qui lui soit proposé, qui lui serait proposé. Mais derrière ces 2 intérieurs classiques, il n'y a personne. Il manque un DeAndre Jordan que les Nets sont allés trouver, ce qui est pour moi une superbe acquisition. Il manque éventuellement un Tyson Chandler, il manque un Kevin Looney qui fait des merveilles du côté Warriors quand il est sur le terrain. Il manque un Ibaka qui avait charbonné du côté des Raptors. Il manque ce joueur-là. Et même si Kawhi et Paul George arrivent en étant des bons rebondeurs défensifs, des bons défenseurs mais aussi des bons rebondeurs défensifs, je pense notamment aux séquences où la saison passée les Clippers jouaient avec par exemple Beverly, Lou Williams et Shamet ou SGA. Jouer très petit, évidemment, dès lors que vous avez un Shamet ou un SGA qui doit aller dans la lutte au rebond face aux ailiers plus grands et plus musculeux adverses, c'était compliqué. Là, avec Paul George et Kawhi, ça va se solutionner, mais au-delà de ça, il manque quand même encore un intérieur rebondeur, un intérieur charbonneur. Il reste pas grand monde sur le marché.
Il reste un Tyson Chandler, il reste éventuellement un Dwight Howard qui a été coupé par les Wizards, et il reste un Joakim Noah qui peut être un joueur intéressant pour ce genre de mission, mais ça sera à suivre. C'est encore pour moi la petite pièce qui manque à cette équipe des Clippers. S'ils arrivent à faire cette acquisition-là, on va suivre encore la fin de l'intersaison. L'équipe est alors effectivement suffisamment armée pour faire bien des dégâts, sous réserve que tout le monde reste en bonne santé, dans la conférence Ouest. Au niveau des rotations, au niveau des 5, eh bien on peut avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Avec évidemment Kawhi et PG dans le 5, avec Beverly qui a été re-signé maintenant en meneur titulaire, et on retrouverait Mo Harkless qui vient d'être lui aussi acquis par cette équipe des Clippers dans le cadre du trade qui envoie Jimmy Butler au Heat. On a un Harkless qui fait 6'9", donc il fait 2m3, 2m4, qui pourrait se retrouver à jouer en 4, un stretch 4, il a un petit tir à 3 points. Il avait fait il y a 2 saisons une très belle saison en adresse à 3 points, c'était moins vrai la saison passée, mais c'est très clairement un joueur qui peut être intéressant. Et puis on retrouve Zubac en pivot classique dans la raquette. Et si on part sur ce 5 là, cette config là, qui est pour moi la plus intéressante, parce que du coup vous allez envoyer Harkless en défense sur les 4 adverses. C'est pas forcément top, mais du coup vous avez un Kawhi et un Leonard qui restent à devoir défendre sur les 3 et sur les shooting guards sur les 2 adverses, donc face à leur match-up naturel. Et vous avez en sortie de banc le feu follet Lou Williams, vous avez le lapin du Racel Harrell qui arrive avec son énergie incroyable, vous avez un Shamet sur les 25 matchs qu'il a joué aux Clippers, 45% de réussite à 3 points, vous avez un Shamet qui arrive en gâchette extérieure, et vous avez un McGruder qui a été récupéré, coupé par le Heat, récupéré et signé par les Clippers pour, pareil, dans un cadre de role-player, un joueur de devoir. Une config qui est intéressante. Après, on a en sortie de banc effectivement quelque chose d'assez petit, plutôt focalisé sur des arrières. On a une nouvelle fois qu'un seul intérieur classique, ce qui effectivement peut laisser à penser à des Clippers qui partiraient peut-être sur une config avec Beverly et Shamet dans le backcourt et un front court Leonard, Zubac et Paul George. Et là, on aurait du coup, effectivement, un 5 mineur plus équilibré, avec un backcourt Lou Williams McGruder, un ailier classique et un intérieur. Ce qui, effectivement, est quelque chose d'un petit peu plus linéaire, d'un petit peu plus cohérent. La problématique de faire ça, c'est que vous avez un Leonard ou un Paul George qui vont devoir aller prendre les Anthony Davis, qui vont devoir aller prendre les Zion Williamson, les Porzingis, les 4 adverses qui vont être un petit peu plus grands, un petit peu plus en puissance qu'eux, et quelque part ça les expose. Donc c'est à voir. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce que je vous disais sur Twitter, je souhaite bien du courage aux équipes qui vont se retrouver à être défendues successivement par le chien fou Beverly, par Paul George et par Kawhi. Ça laisse effectivement pas mal de solutions. Et dans un scénario où on finit les matchs dans cette config-là, avec du coup Harrell en 5, effectivement on a un front court où on peut changer à gogo, et même Beverly, on a vu Beverly qui défendait sur Kevin Durant et faire ça plutôt bien. On a vraiment une interchangeabilité en défense qui est très 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 intéressante, qui tactiquement du coup offre plein de schémas possibles à Coach Rivers, et c'est souvent ça la clé en NBA pour vous imposer. C'est pas tant d'avoir un très bon 5 et d'avoir un très bon banc, c'est quels sont les choix tactiques que mon effectif, que mon roster m'offre par rapport aux différentes typologies d'adversaires. On a besoin de jouer grand, quelque part on peut jouer grand comme ça. On a besoin de jouer en vitesse, on peut jouer en vitesse avec un 5 comme ça, face à une équipe qui essaye de nous prendre en taille, nous on va la prendre en vitesse. On a besoin de faire quelque chose d'équilibré, on peut tenter ça. Beaucoup de possibilités tactiques, beaucoup de choix tactiques pour cette équipe des Clippers, et ça, c'est toujours un très gros plus. Donc le bilan. Eh bien le bilan de cette équipe des Clippers, c'est un bilan qui est assez fascinant, parce que cette équipe
de Los Angeles, elle a vécu 2 saisons de transition. 2 saisons de transition où chaque année on a eu un bilan positif. Donc des saisons de transition, de reconstruction qui n'ont pas été finalement quelque part des saisons de pressage sur le bouton reset. On passe par la case tanking, on est mauvais pendant 2-3 saisons et on repart avec du cap, avec des bons free agents, avec des bons rookies. On a fait 2 saisons de transition en restant compétitif. Ça paraît être la préhistoire, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, les Clippers, c'était Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. On est complètement sorti de ce schéma-là, et en espace de 2 saisons, on part avec Kawhi, Paul George, Beverly, Harrell, Lou Williams, une équipe complètement remodelée qui est tout aussi compétitive, pour le dire à minima, que l'équipe de 2 saisons d'il y a 2 saisons qui n'avait rien donné. Donc ça, c'est absolument fascinant. Cette reconstruction Clippers, elle est fascinante. On récupère évidemment le free agent le plus convoité de tout l'été 2019 et l'accumulation de tours de draft à la Danny Ainge qu'on avait accumulé, eh bien, nous permet de récupérer un joueur All-NBA qu'on accueille en sacrifiant dans un rendement immédiat un jeune joueur prometteur et un vétéran qui était de toute façon pas dans nos plans à moyen terme. Donc le prix d'acquisition est vraiment somme toute raisonnable pour un joueur du calibre de Paul George. Donc ces Clippers, évidemment qui sont très intéressants. On l'a vu, il y a une fin de free agency à réussir avec l'acquisition pour moi d'un intérieur rebondeur en plus pour vraiment parfaire ce roster. La resignature de Zubac est à suivre et on a effectivement assemblé toutes les cartes côté Clippers pour proposer quelque chose d'ultra compétitif sur la saison prochaine. Ce qui va être fascinant, c'est que Lakers et Clippers vont s'affronter 4 fois. Donc évidemment que tout ça va faire la une de tous les médias s'intéressant au basket, et qu'en 2020, 50 ans après la fondation de la franchise du côté de Buffalo, avant le déménagement vers la Californie, est-ce que 50 ans après les Clippers vont enfin décrocher le titre? Ça sera à suivre. Ce qui est sûr, c'est que du côté du bureau d'Adam Silver et du côté du bureau du président, directeur général, CEO de ABC, on est en train de faire des hélicobits debout sur le bureau, cravate nouée au-dessus des yeux, là, sur le front, chemise ouverte, bouteille de champagne à la main, parce que en l'espace de 2 semaines, même pas, 1 semaine, 10 jours, en l'espace de 10 jours, les 2 plus gros marchés de la NBA, New York d'un côté, Los Angeles de l'autre, eh bien, ont monté 2 équipes capables de se retrouver en finale, et ce, en affaiblissant des petits marchés, les Raptors de Toronto d'un côté et OKC de l'autre. Donc jubilation totale du côté des grands pontes de la NBA et de ABC, qui ne jurent que par les audiences, évidemment, et par la capacité de rayonner sur les très gros marchés. Et ça, évidemment, que pour la NBA, c'est la toison d'or. On suivra ça de très près. Merci de votre fidélité. À très vite pour plein de vidéos de débrief de cette intersaison complètement folle. Bon match à tous.